Voir les titres de l'actualité de ce 18 juillet 2015, au lendemain de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sur le code électoral. Les débats sur le verdict sont toujours d'actualité. Chacun y va de son interprétation, mais il ne devrait pas en avoir plusieurs. En tout cas, selon le Centre pour la gouvernance démocratique CGD. Il a réuni universitaires, chercheurs, journalistes et représentants de la société civile autour d'un dialogue démocratique. Il aurait eu 97 ans aujourd'hui. Nelson Mandela est célébré ce 18 juillet à l'occasion du Mandela Day instauré depuis 2009. Chacun est invité à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de rendre hommage aux 67 années que l'homme a consacrées à la lutte pour l'égalité et la réconciliation. Le mot d'ordre a été suivi ici au Burkina par l'association Je m'engage pour ma patrie. L'inquiétude gagne du terrain. Cette fois, elle est perceptible à Koubri, province de Kadiogo, dans la région du centre. La pluie fait des siennes et les cultivateurs s'en remettent à la providence. Une équipe de reportage est allée sur le terrain. Le constat dans ce journal. Mais avant, ce débat d'idées sur le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO en début de semaine. Vous le savez, cette Cour soulevait une ambiguïté du code électoral voté le 7 avril dernier par le CNT. Le Centre pour la gouvernance démocratique a initié une rencontre entre différents acteurs pour un dialogue démocratique, mais surtout pour éclairer l'opinion publique. La teneur des échanges avec Alidou Badini et Draman Dadian. Et non inclusif. Voilà ce que la Cour de justice de la CEDEAO reproche à l'article 135 du nouveau code électoral burkinabé. Est-ce que cette décision permet d'aller vers des élections apaisées, libres et transparentes, qui vont aider le Burkina à restaurer de façon pacifique et sereine l'ordre démocratique? Donc c'est une des questions qui a été débattue au cours de ce dialogue. Objectif, éclairer les lanternes du public. Le président du Faso a d'ailleurs annoncé la volonté du Burkina de se conformer à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Décision qui ne devrait pas en principe empiéter sur le calendrier électoral. Argument à l'appui, le conférencier s'explique. À mon avis, ce qu'il convient de faire, comme le président a annoncé la volonté du gouvernement d'appliquer la décision, c'est de prendre simplement une loi pour supprimer. Puisque l'ex-majorité est d'accord pour que cet obstacle de l'article 131 soit levé. Et supprimer l'article ne signifie pas pour autant que l'État burkinabé n'a pas un droit d'encadrer les droits politiques qui sont des droits par définition subjectifs. Un avis partagé par ses pairs pour qui l'État burkinabé doit prendre des mesures internes pour s'adapter à cette décision de la CEDEAO. En attendant, les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel chargé de la validation des candidatures. Un autre dialogue a été instauré, cette fois à Waïgouya, entre la jeunesse et les partis politiques. Les uns, acteurs majeurs de l'insurrection populaire, les autres positionnés pour accompagner cet élan. C'est dire que les débats ont été riches et fructueux. L'association Monde Rural, initiatrice de cet espace de dialogue et d'interpellation communautaire, a mis au devant les préoccupations de la jeunesse burkinabé. Beleman Herman Nestor Toé pour le compte-rendu. En organisant cet espace de dialogue et d'interpellation communautaire, l'association Monde Rural veut inviter les représentants des partis politiques à prendre en compte les préoccupations de la jeunesse du Nord. C'est un cadre d'échange qui a permis aux politiciens de dévoiler leur programme au profit des jeunes, mais aussi de les écouter. Cet espace aura le mérite d'avoir permis aux différents acteurs-là d'échanger sur les grandes préoccupations qui concernent la jeunesse. Alors, celui ou le parti ou le regroupement de partis politiques qui viendrait, qui sortirait au soir des élections du 11 octobre, c'est ce parti-là, nous allons faire le suivi pour voir qu'est-ce qu'il avait dit et en termes de prise en compte des préoccupations des jeunesses et qu'est-ce qu'il en fait avec ces engagements-là. Des préoccupations
Il en a eu au cours de ces échanges et les leaders du parti politique ont pris l'engagement d'en tenir compte dans leur programme de société. Nos préoccupations ici, c'est d'abord l'emploi. Vous savez, nous sommes dans une zone où la première préoccupation des jeunes, c'est l'agriculture et l'élevage. Nous n'avons pas de barrages. Nous avons vu à travers l'échange, les partis politiques nous ont fait savoir que tout ça là, ils vont prendre en compte. Les programmes qui ont été donnés par chaque parti sont, en tout cas, il y a beaucoup de points qui répondent à l'attente des jeunes. Il y a également eu des recommandations que les jeunes ont faites et que chaque parti va introduire dans son programme. 6e du genre dans la région du Nord, ces espaces de dialogue et d'interpellation communautaire devront se tenir les jours à venir dans les régions du centre-nord et de l'Est. Ils devront permettre également de renforcer la bonne gouvernance au pays des hommes intègres. Le référentiel quinquennal d'orientation du développement économique et social du Burkina amorce sa deuxième phase. C'est dans ce cadre que se situe la rencontre de Bobo Dioulasso. Les acteurs du développement de la région des Hauts-Bassins se penchent sur la mise en place d'un document consensuel. À quoi devrait-il aboutir? Réponse avec Moumouni Barou. Cette session extraordinaire du cadre de concertation a pour objectif principal d'inclure les différents acteurs au niveau régional à l'élaboration d'un document consensuel. Il va contenir donc des contributions de la région de Haut-Bassin dans le cadre de la réalisation du deuxième cycle de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. La SCAD vise à réduire la pauvreté. L'accent a été mis surtout sur l'accès à l'emploi pour permettre aux populations d'avoir un revenu pour subvenir à leurs besoins de base. Le premier cycle qui a vu ses activités démarrer en 2011 est en phase d'achèvement et au dire du Comité national de pilotage de la stratégie, le bilan est jugé satisfaisant. Au niveau de l'éducation, nous avons une évolution quand même au niveau des taux de scolarisation. Et au niveau de la santé, également une amélioration avec, par exemple, la mise à disposition chaque année de kits pour la prise en charge, notamment du paludisme pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La SCAD s'inscrit dans la réalisation des ambitions du développement du Burkina Faso. Elle constitue de ce fait l'instrument principal de dialogue entre le gouvernement, les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Restons encore dans la ville de Sia pour s'intéresser à cette autre rencontre, pilotée cette fois par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. La problématique de l'occupation du domaine public est au cœur donc de cette réflexion menée par les invités au débat. Un débat qui se tient sans langue de bois, nous dit Karim Sissé. À Bobo Dioulasso, l'une des questions cruciales depuis l'avènement de la décentralisation intégrale est l'occupation anarchique du domaine public. Et pour trouver une solution à ce problème, des responsables du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, en collaboration avec l'Association des municipalités du Burkina Faso et le laboratoire Citoyenneté, sont en concertation. Depuis qu'on allait à la communalisation intégrale, il s'agit de faire en sorte que les villes puissent être développées avec la participation de tous les citoyens. Il ne s'agit plus pour l'État de venir réfléchir pour les populations, mais c'est aussi de susciter, comme je l'ai dit dans mon discours, des leaders locaux, des politiques locales et impliquer tout le monde. Au Burkina Faso, c'est le code de l'urbanisme et de la construction qui encadre la gestion du domaine public. Un code qui sera détaillé au profit des participants. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme qui vise à répartir l'espace urbain en fonction des différentes activités et le plan d'occupation des sols qui est juste un outil réglementaire pour réglementer l'usage des sols. Les participants à cette rencontre de Bobo Dioulasso devront avoir une nouvelle vision en matière de gestion du domaine public. Une vision qui devrait contribuer à instaurer un espace de dialogue et de consultation entre les acteurs locaux.
Dans la suite de ce journal, se veut de rompre avec la prolifération anarchique des établissements privés d'enseignement secondaire général. Le département ministériel de tutelle a pour ce faire convoqué les responsables concernés pour valider un cahier de charges. Et ce document, les fondateurs de ces établissements devront désormais s'y conformer. Albéric Bachonneau. Les textes régissant l'ouverture des établissements d'enseignement général privé ne sont jusque-là pas respectés. C'est le constat fait par le ministère en charge des enseignements secondaires qui a entrepris des démarches pour l'effectivité de ces règles. D'où cet atelier de validation du cahier des charges des établissements généraux secondaires privés formels et non formels. Certaines parties des textes qui régissent en tout cas l'enseignement privé sont actuellement obsolètes. Ce sont des textes dépassés, ce sont des articles en sorte qui sont dépassés, qui ne permettaient pas un bon fonctionnement des établissements privés. Et ces acteurs ont revu en sorte tous ces textes, ont pris en compte en sorte la réalité d'aujourd'hui pour essayer de remodeler en tout cas tous ces textes-là. 2 jours durant, des syndicats, des directeurs régionaux, des responsables des établissements ont élaboré un nouveau cahier des charges qui contribuera à réduire de façon significative l'ouverture anarchique des établissements. Est-ce que sur le terrain, nous n'allons pas effectivement voir proliférer les établissements que nous appelons des établissements boutiques et les établissements pirates? Le tout n'est pas de relier. Le tout, c'est de pouvoir, sur le terrain, appliquer, contrôler et suivre pour un enseignement de qualité. Pour aboutir donc à cet enseignement de qualité, le ministère a mis en place une structure qui veillera au strict respect de ces règles. Le comité de pilotage du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau fait le point à mi-parcours, une halte pour mieux préparer les actions futures en vue d'atteindre les objectifs fixés en cette année 2015. Les travaux de la session ont été suivis par Hervé Caboret, dont voici le reportage. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2015 du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, PAGI. Il s'agit entre autres de l'examen de la mise en œuvre des recommandations de la première session et de l'examen et l'adoption du plan physique et financier du plan de travail et budget PTB. Et à quelques mois de la fin de cette première phase, les résultats sont assez probants. Les résultats sont assez probants parce que vous voyez autour de la table, nous avons le président du comité de bassin, nous avons les agences de l'eau. Donc on a pu quand même opérationnaliser 5 agences de l'eau au Burkina. Je pense que c'est assez important. Les perspectives du PAGI phase 2 qui débute en 2016 seront envisagées à cette session. Pour cette phase, la mission du PAGI restera la même, celle d'organiser et de coordonner la gestion intégrée des ressources en eau au Burkina. L'activité principale du SP PAGI dans l'univers des ressources en eau, c'est assurer la coordination de la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau sur l'ensemble du territoire du Burkina. Avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, le PAGIR entend être en adéquation avec son slogan, celui d'un outil stratégique pour une gestion rationnelle des ressources en eau au Burkina Faso. Coup de projecteur à présent sur un fait, l'installation tardive de la saison des pluies. Les cultivateurs de Koubri dans la région du centre sont touchés par cette rareté des pluies. L'inquiétude est grande au stade actuel. Ils sont au semis. Albéric Bachonneau était auprès de ces acteurs pour davantage comprendre la situation. Voici son constat en reportage. Salimata Savadogo est inquiète. Elle laboure cette superficie depuis des années. Cette saison, le désespoir se lit sur son visage. Mais cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas vécu cette situation. Nous sommes à mi-juillet. Elle est toujours en train de s'aimer. Pour le moment, la saison s'installe difficilement chez nous. Nous sommes inquiets en ce moment. Nous ne savons pas quoi faire. Cela fait la 4e fois que je sème. Un peu plus loin, Madame Compaoré n'est pas non plus confiante. En ce mois de juillet, on devrait être au stade du saclage. À l'époque, dans la tradition Mouaga, quand on parle du 14 juillet, cela devrait obligatoirement marquer la fin des semis.
Ah, cette année-là, ça ne va pas. Il n'y a pas de pluie. Jusqu'à présent, on n'a rien fait encore. Donc, ça ne va pas. Dans la plaine risicole Bembila, le riz est toujours à un stade de repiquage. D'autres rizières ont déjà été labourées et semées en attendant l'installation véritable des pluies. Selon les producteurs, le niveau des cultures est nettement inférieur à celui de l'année écoulée à la même période. La météo annonce cependant pour le Burkina une situation normale avec une tendance excédentaire. Pourtant, le niveau des plans d'eau est nettement inférieur à ceux de l'année passée à la même période. Une situation qui inquiète plus d'un. Il y avait une très forte probabilité d'avoir une situation pluviométrique comparable à celle d'une moyenne établie sur 30 ans, les 30 dernières années, avec une possibilité d'avoir des excédents. Mais nous avons plutôt une situation qui est normale, à tendance déficitaire actuellement sur la majeure partie du pays. Face à la situation, le gouvernement annonce une batterie de mesures. L'opération Saga sera bientôt lancée. Il encourage également les producteurs à utiliser les semences améliorées de court cycle. Avec une pluviométrie moyenne doublée d'une bonne répartition, on peut avoir de très bons rendements plutôt qu'une très bonne quantité de pluie mal répartie. Et cela pourrait aboutir plutôt à des rendements médiocres. Donc la situation n'est pas perdue. Nous encourageons vivement les paysans à se serrer la ceinture. En attendant, Salimata continue de s'aimer. Elle fonde toujours espoir que le ciel lui sera favorable les jours à venir. La transformation comme alternative à la perte dans la filière mangue, c'est ce que préconise la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat des Hauts-Bassins. Les acteurs ont été édifiés sur les avantages de cette transformation avant l'exportation. Les défis sur le terrain sont nombreux. Karim Sissi. Le Burkina Faso, selon les chiffres du PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, produit annuellement plus de 404 000 tonnes de mangue. Mais seulement une faible quantité des mangues produites est transformée avant l'exportation. Pour insuffler une nouvelle dynamique à la transformation, la direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat des Hauts-Bassins a initié cette rencontre. Nos produits, lorsqu'ils sont présents sur le marché international, sont de type primaire. Donc ça veut dire que le problème de la transformation se pose. Et en les transformant, ça crée de la valeur ajoutée et ça permet du même coup à ces produits-là d'être plus compétitifs sur le marché. Pour les participants, cet atelier leur permettra d'échanger sur les contraintes de la transformation, les opportunités et les défis. Pour la transformation déjà, il faut compter 20 kg de mangue fraîche pour avoir 1 kg de mangue séchée. C'est pour dire que c'est très très important. Et le thème de l'atelier est la bienvenue. La direction régionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat des Hauts-Bassins souhaite voir augmenter le nombre d'unités de transformation de mangue. Un nombre qui se chiffre actuellement à une soixantaine au Burkina Faso. Avez-vous déjà consacré 67 minutes de cette journée pour penser solidarité et partage? Sinon, il reste encore quelques heures avant la fin de la journée, une journée consacrée à l'action de Nelson Mandela qui aurait eu 97 ans ce 18 juillet. L'esprit du Mandela Day, c'est rendre hommage aux 67 années que l'homme a consacrées à la lutte pour l'égalité et la réconciliation. Voici en quelques minutes l'action de l'association Je m'engage pour ma patrie à l'occasion de cette commémoration. Gérard Sommet, Mounira Kéré et Bouma Ernest Nebier. De l'huile, du spaghetti, du sucre, du savon et de l'eau de Javel offert à l'orphelinat Jos Sheba. Ce geste d'une valeur d'environ 300 000 francs CFA est de l'association Je m'engage pour ma patrie. À travers cette œuvre caritative, cette organisation de la société civile entend rendre hommage à Nelson Mandela à l'occasion de cette journée qui lui est dédiée. Le don de ce matin en faveur de l'orphelinat Joseba s'inscrit dans la logique du fait que nous sommes aujourd'hui 18 juillet, qui est la journée mondiale de commémoration de la Nelson Mandela Day. Une journée dédiée à notre cher président africain, le regretté Nelson Mandela, qui reste toujours dans nos cœurs. Pour ceux qui ont la capacité de venir en aide
aux personnes qui en ont besoin, qu'ils puissent emboîter le pas de la GEP. Ce don qui tombe à pic, selon le personnel, va contribuer à la prise en charge des 31 pensionnaires de l'orphelinat. Nous sommes très contents du don qu'ils nous ont fait. Et si tout le monde faisait comme ça, on allait être plus contents. Le Mandela Day est commémoré chaque année à la date du 18 juillet. C'est une journée qui est internationalement reconnue et destinée à honorer l'œuvre et les valeurs portées par Nelson Mandela. Il était un héros et vous êtes invité à le devenir également. Vous pourriez être inspiré à cet effet par la campagne dénommée « De zéro à héros » initiée par la Fondation Revient à la vie. Ici, l'entrepreneuriat des jeunes est visé et au premier rang, des chefs d'entreprise aguerris servent d'exemple. Sur le lancement de la campagne intervenue dans la matinée de ce 18 juillet, le reportage de Salif Belem et Claudine Bikaba. La campagne de zéro à héros, une initiative de la Fondation Revient à la vie. Une fondation créée par ce chef d'entreprise et son épouse pour aider au bien-être socio-économique et spirituel des jeunes. Seigneur nous a révélé par plusieurs cas que nous avons rencontrés que véritablement beaucoup de gens vivent en dehors de leur destinée divine. Et que avec un simple encadrement des suivis, des formations, des enseignements, nous pouvons partager avec eux les expériences que nous avons reçues afin que véritablement ils puissent prospérer, ils puissent vraiment avoir le repos dans la vie. À cette première édition, l'accent a été mis sur un enseignement du docteur Karambiri et le témoignage du promoteur. À l'occasion, 3 personnes ont été choisies pour être accompagnées dans le but de leur réussite dans l'entrepreneuriat. Il faut que nous arrivions à identifier en eux leurs talents. Tant que nous n'opérons pas, nous n'exerçons pas dans le sens de ces talents, nous n'arrivons pas à réussir. C'est déjà identifier cela. Et maintenant, de par notre expérience, nous allons les accompagner à potentialiser ça et à réussir. Pour le promoteur de la campagne des zéro à héros, celui-ci n'est pas un simple slogan, mais un processus qui requiert un ensemble de comportements spécifiques fondés sur la foi en Dieu. Elles ont dit oui au Christ et vont consacrer leur vie à son évangile. 11 novices se sont ainsi engagés dans la famille des sœurs immaculées de l'Immaculée Conception. 23 sœurs l'ont fait de façon perpétuelle. Retour sur cet événement qui a drainé du monde à Pabré avec Tanga Kafando. Elle s'engage pleinement à servir Christ et annoncer son évangile, et ce dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. À cette cérémonie, elles sont 11 novices à faire leur première profession et 23 sœurs à s'engager pleinement dans la solennité de la prière et des chants. C'est un engagement définitif à la suite du Christ, un abandon total entre les mains de Dieu pour le suivre sur le chemin qu'il trace pour nous. Désormais, c'est à l'évangile qu'elles consacreront leur vie, un engagement qui agrandit le nombre des serviteurs du Christ et qui réjouit les responsables de l'Église catholique. Actuellement, le monde a d'autres préoccupations que Dieu. Et elles choisissent de mettre Dieu au cœur de leur vie et de suivre le Christ, celui qui passait en faisant le bien et qui a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. Et elles s'engagent à servir, à donner leur vie aussi pour un monde radieux. Ces sœurs religieuses entrent dans la famille des sœurs de l'Immaculée Conception, où elles vivront en communauté et se consacreront aux œuvres apostoliques dans le respect de la Constitution et de la déontologie de la dite congrégation. Plus rien ne sera comme avant. La phrase devenue célèbre au Burkina a inspiré la troupe théâtrale de l'Université de Ouagadougou. Étoile de l'avenir a ainsi présenté sa 8e création qui revient sur les temps forts de l'insurrection populaire des 2 derniers jours du mois d'octobre dernier. Voyons cela avec Hippolyte Milogo et Aruna Marie. Plus rien ne sera comme avant. C'est la 8e création des étudiants de l'Université de Ouagadougou. À travers cette pièce, les étudiants reviennent sur les événements de fin octobre. Ils critiquent le régime déchu et veulent plus de liberté et de justice. Désormais, camarades, toutes les décisions
concernant cette belle cité qu'est Watinoma seront prises ici même à la place de la liberté. Oui, la place de la liberté. Brave population de Watinoma, je vous promets que dès maintenant, votre liberté vous sera restituée. Les acquis et les insuffisances de la transition en cours sont aussi évoqués dans la pièce. Nous pouvons accepter ce qui se passe. Chacun se donne, on se bat pour que l'avenir au Burkina soit meilleur. Et puis aussi, montrer le côté négatif, que les gens pensent négatif bien sûr, ce que les gens n'apprécient pas dans cette transition, les espoirs du peuple burkinabé, et puis leurs attentes, leurs satisfactions aussi, qu'on a voulu montrer à travers cette mise en scène. Les étudiants se sont aussi intéressés au nouveau code électoral et aux prochaines élections générales. Une manière pour la troupe de divertir et de sensibiliser les étudiants. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse. Bonsoir.